Depuis le début des années 90, on est entré progressivement dans une forme nouvelle d'échanges internationaux. Depuis longtemps déjà, il y avait des échanges internationaux dans le sens où un produit était fabriqué quelque part et il était expédié ailleurs pour y être consommé. Ce qu'on a observé depuis 20 ans, c'est que de plus en plus, avec les capacités beaucoup plus grandes de coordination entre des lieux distants, avec des coûts de transport toujours plus faibles, il a été plus efficace pour les entreprises de pousser plus loin leur division du travail, de spécialiser la production de produits complexes en, disons, découpant des petites tranches et en regardant pour chaque tranche quelle était l'organisation du travail la plus efficace. Ça peut être de le sous-traiter dans certains cas, ça peut être dans d'autres cas de le faire dans un pays différent parce qu'il y a par exemple un coût du travail plus faible, parce qu'il y a des meilleurs fournisseurs. Et donc on a décomposé, éclaté finalement de plus en plus les processus productifs, les firmes ont éclaté leurs processus productifs et en ont localisé les différentes étapes, souvent dans différents pays. Donc c'est ce qu'on a appelé l'allongement des chaînes de valeur mondiales, par lequel on a vraiment, non plus seulement un commerce de biens, mais ce que de plus en plus on appelle en économie un commerce de tâches, dans le sens où c'est un produit, on lui opère une transformation et puis on l'envoie ailleurs pour que la phase ultérieure de transformation soit opérée. Donc c'est une évolution vraiment importante qui fait qu'on a une très grande interpénétration des économies, qu'une grande partie du commerce international, environ 60% maintenant, repose sur des produits qui ne sont pas des produits finis, des composants, des produits intermédiaires, dans certains cas des matières premières aussi, qui fait également que dans les exportations, on a évidemment, quand on exporte un produit, de plus en plus, on exporte une valeur dont une grande partie est issue d'intrants de produits intermédiaires qui eux-mêmes ont été importés. Donc, on a de plus en plus aussi évidemment des difficultés pour vraiment bien tenir le compte des exportations parce qu'on compte le même flux plusieurs fois, d'où la tendance maintenant à essayer de développer des mesures qui regardent la valeur ajoutée dans le commerce et pas seulement la valeur de la production, parce qu'on a ces chaînes très complexes de production qui sont éclatées dans le monde entier. Dans le même temps, une autre caractéristique de la situation actuelle, c'est que, étant donné cette grande interpénétration des économies, on a besoin aussi d'avancer, disons, de fournir un cadre institutionnel un peu plus stable, un peu plus prédictible. Et ça, c'est le rôle qui est actuellement joué par l'Organisation mondiale du commerce et, dans certains cas, aussi par les accords commerciaux régionaux. On peut faire le lien entre ouverture commerciale et tout ce qui interroge le monde économique, le lien avec les inégalités, le lien avec la croissance, même le lien avec l'environnement. Donc les questions que se posent empiriquement avec des données les économistes, c'est de se dire est-ce que plus on est ouvert, plus on croît, est-ce que c'est vrai? Plus on est ouvert, plus on pollue, plus on est ouvert, plus on devient inégalitaire, plus on est ouvert, meilleur est notre système de gouvernance. Donc c'est la répercussion de l'ouverture dans toutes les dimensions de la sphère économique. Je pense que dans un premier temps, il y avait un peu un intérêt particulier sur l'indicateur du taux d'ouverture, la propension avec laquelle un pays s'ouvre. Donc on calculait cette masse de commerce, on l'a relativisée par rapport au PIB et on essayerait de voir son lien causal avec plein d'autres choses. Je pense que maintenant il y a un peu un dépassement de cela et il y a l'intérêt plus présent sur quelle est la composition de ce commerce. Contrairement à ce que disaient les classiques, ceux qui fondaient leur réflexion sur les avantages comparatifs, à cette époque il y avait l'idée que l'Angleterre donc faisait des draps, le Portugal faisait du vin et on n'avait pas de vision de hiérarchisation entre les produits. C'était pas moins bien de faire du vin ou des draps. Aujourd'hui, des nouvelles réflexions et des nouveaux résultats empiriques nous font nous rendre compte que la composition des échanges compte et notamment le niveau de sophistication que démontrent les produits compte. Peut-être pas en statique, c'est pas ça qui détermine si on est riche ou pas, c'est pas le fait d'exporter du vin ou des draps aujourd'hui, mais en termes de dynamique, le fait d'être spécialisé dans des produits porteurs. Alors qu'est-ce que porteur? C'est à définir, mais en tout cas, il y a cette idée que la qualité
du panier d'exportation compte, mais aussi la qualité du panier d'importation. C'est-à-dire qu'on se rend de plus en plus compte qu'il y a un lien entre ce qui est importé et ce qui est exporté. Et qu'on ne peut pas exporter bien des choses de qualité qui vont donner accès à des profits élevés et donc des rémunérations élevées, sans qu'on puisse aussi importer des choses qui sont de bonne qualité, qui vont nous permettre de nous améliorer dans nos processus de production pour exporter bien. Donc l'enjeu de la qualité des exportations ou de l'ouverture est clé, parce que si on fait un diagnostic aujourd'hui, on se dit que, a priori, pour avoir une bonne qualité d'exportation, en tout cas un panier qui a une structure qui est porteuse, ben, il vaudrait mieux exporter des produits sophistiqués, de la high-tech, des choses qui incorporent du savoir-faire, et pas des fèves de cacao et des diamants. Alors peut-être que si on exporte des diamants, on va être riche, mais ce n'est pas quelque chose de très porteur, parce que les diamants vont aussi, sont des ressources limitées. Et donc là maintenant se pose toute la question de comment faire pour transformer notre processus de production pour pouvoir être en mesure de commercer en exportant les choses qui sont dynamiques et porteuses. Et donc c'est intéressant parce que ça a remis à l'ordre du jour la politique industrielle. Pendant très longtemps, il y avait l'idée que la politique industrielle, c'était juste quelque chose qui créait des rentes, qui permettait à certains de s'enrichir en se protégeant. Maintenant, tous les pays du monde ont identifié que l'insertion internationale était nécessaire pour la croissance, mais la politique industrielle revient, pas pour expliquer le niveau d'ouverture, mais la qualité de cette ouverture. Le taux de change affecte le prix relatif des biens et des services produits dans les différents pays. Donc, par exemple, les entreprises qui sont en France ont la majorité de leurs coûts en euros. Quand la valeur de l'euro monte, eh bien, leur prix relatif, leur coût relatif par rapport au reste du monde hors zone euro augmente. Et donc pour eux, ça va être plus difficile d'exporter leur production. A l'inverse, si on pense aux distributeurs, aux dirigeants de supermarchés, eh bien, quand l'euro monte, eh bien, la valeur des produits fabriqués à l'étranger baisse. C'est-à-dire qu'avec 1 euro, ils vont pouvoir acheter plus de biens produits à l'étranger. Donc ça va les encourager à substituer dans leur rayonnage, donc mettre plus de biens importés et moins de biens produits nationalement. Donc une appréciation de l'euro, une hausse de la valeur de l'euro, rend plus difficile l'exportation et favorise l'importation. Tout ça en volume. Alors maintenant, il y a un effet de valeur qui est que quand l'euro monte, le pouvoir d'achat de la monnaie de la zone euro augmente. Et donc, chaque unité importée va en fait, convertie en euros, valoir moins. Et donc, à court terme, c'est cet effet qui domine. Et en fait, on se rend compte que quand l'euro monte, à court terme, la balance commerciale de la France, ou de l'Allemagne, ou de la Belgique, eh bien, va plutôt être dopée. Pourquoi? Parce que les importations coûtent moins cher, le pétrole coûte moins cher, et donc ça, c'est un effet bénéfique. Et puis, évidemment, très vite, les volumes vont s'ajuster, et donc ça va être défavorable à la balance commerciale. Donc, avant la création de l'euro, on essayait de savoir si, en créant l'euro, on allait favoriser le commerce à l'intérieur de la zone euro. Il y avait deux raisons pour cela. D'une part, la stabilisation définitive du taux de change, puisqu'on l'a fait disparaître en fait, et donc ça veut dire moins d'incertitude sur les prix relatifs entre les pays de la zone euro, ça doit favoriser les échanges. Et deuxièmement, une réduction des coûts de transaction, c'est-à-dire que pour acheter un produit en Belgique, eh bien, il n'y a plus besoin de faire une opération de change, et avec une perte à chaque fois pour le consommateur. Donc normalement, on s'attendait à ce que ça favorise les échanges, et il y avait des travaux qui ont été faits qui avaient donné des estimations mirobolantes. Mais le problème de ces estimations, c'est qu'elles se fondaient sur les unions monétaires existantes. Or, il y en avait extrêmement peu d'unions monétaires. Donc on est obligé d'aller chercher des exemples un peu discutables comme Monaco ou San Marino, qui sont des exemples tout à fait particuliers. Alors, depuis maintenant, on a du recul, depuis la création de l'euro, donc d'autres études ont été faites et aboutissent à des résultats beaucoup plus modestes. Alors, le commerce international a augmenté beaucoup dans la zone euro et à l'extérieur de la zone euro. Et donc, il faut des techniques économétriques quand même assez avancées pour arriver à savoir, dans l'augmentation du commerce à l'intérieur de la zone euro, qu'est-ce qui est dû à l'euro, qu'est-ce qui est simplement du fait de l'internationalisation des économies. On trouve un effet significatif de l'euro, mais un effet assez modeste, de l'ordre de 5%
Donc, toutes choses égales par ailleurs, l'euro aurait augmenté le commerce à l'intérieur de la zone euro de l'ordre de 5%, ce qui reste assez modeste. Néanmoins, il y a peut-être deux autres effets qui sont plus intéressants. Le premier, c'est un effet qu'on appelle pro-compétitif, c'est-à-dire qu'il y a une convergence des prix du commerce international à l'intérieur de la zone euro. Donc, il est vrai que la baisse des coûts de transaction et la réduction d'incertitude a entraîné plus de concurrence. Ça aurait dû normalement faire converger les prix, mais le problème, c'est qu'on a maintenant des frontières structurelles nationales, des circuits de distribution qui ne sont pas nécessairement en pleine concurrence. Donc là, il y a eu un peu de frottement. Mais c'est un effet intéressant. Le deuxième effet, c'est que quand on regarde, donc les économistes du commerce international ont l'habitude de dire que le commerce se développe selon deux axes, une marge qu'on appelle intensive et une marge extensive. La marge intensive, c'est une augmentation des flux existants. Donc les exportations de chaussettes enfants françaises en Italie. Et donc ce flux-là, particulier, va augmenter en volume. Ça ne s'est pas tellement produit. Par contre, ce qui a augmenté, c'est les flux, la marge dite extensive, ce sont les exportations. Par exemple, on exportait déjà des chaussettes enfants en Italie, et bien on va aussi exporter des chaussettes hommes en Italie, ou bien des chaussettes enfants en Belgique. D'accord ? Donc c'est la création de nouveaux flux. Et ça, eh bien, il semble que l'euro a eu un effet important sur la création de nouveaux flux.